Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en dépit du congé. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le jeudi à 11 h. Peut-être avant de commencer sur le thème de cette leçon, je voudrais revenir sur une question qui m'a été posée la semaine dernière à la fin du cours. Bon, donc je n'ai pas pu répondre à tout le monde, enfin donner l'information à tout le monde, donc j'ouvre juste une petite parenthèse à ce sujet. C'était à propos du coureillon, vous savez, cet animal sacrificiel offert dans le cadre de l'inscription dans les fratries et dont le nom même renvoyait à une étymologie bien attestée sur le plan scientifique, à savoir le verbe keiro, qui signifie couper, tondre. Mais évidemment, certains d'entre vous ont remarqué une homophonie entre coureillon et kouros, c'est-à-dire le jeune homme, ou koré, la jeune fille. Alors certes, à l'oreille des Athéniens du temps, il devait effectivement y avoir un élément d'évocation. Mais sur le plan strictement étymologique, le coureillon renvoie bien au verbe keiro. Donc, vous avez d'un côté ce qu'on appelle l'étymologie scientifique, de l'autre côté une forme de rapprochement sur base de l'homophonie, mais bon, je suis sûre de mon fait, coureillon renvoie bien à keiro, et la meilleure preuve, c'est que coureillon, certes, on l'a vu, signifie l'animal sacrificiel dans le cadre de cette démarche au sein des fratries, mais signifie aussi le barbier ou le coiffeur. Donc on voit bien que c'est vraiment cette idée de la coupe. Bon, je referme cette précision liminaire en réponse aux questions qui m'avaient été posées, et j'en reviens à mon propos, en vous rappelant simplement que la semaine dernière, donc nous avons vu qu'à Athènes, l'ancrage sacrificiel, puisque c'est mathématique, l'ancrage sacrificiel de la reconnaissance de la légitimité qui est indispensable à celle de la citoyenneté était extrêmement étroite et nourrissait de façon récurrente les plaidoyers des orateurs. Je sais que je ne vous ai pas épargné avec mes arbres généalogiques et mes affaires de famille, mais effectivement, cette question nourrit les démarches qui sont faites en justice pour reconnaître le droit sur un héritage ou la citoyenneté elle-même. Je vais donc aujourd'hui approfondir ce point tout en élargissant mon propos et je viendrai dans 2 semaines sur la question des serments que je vous annonce depuis un certain temps, donc on y arrive tout doucement, mais avant cela, le titre de la présente leçon vous montre la direction que je compte emprunter aujourd'hui et dans laquelle je poursuivrai l'investigation la semaine prochaine. Donc ces 2 leçons, celle de cette semaine et celle de la semaine prochaine, sont en quelque sorte conçues comme un diptyque. Je mets donc à nouveau en regard sacrifice et citoyenneté, mais cette fois-ci à l'épreuve des femmes, et ce pour 2 raisons. Pour 2 raisons, j'ai choisi d'opérer ce déplacement. La première raison tient à la discussion qui est toujours en cours dans le milieu des hellénistes, donc parmi les historiens de la Grèce ancienne, sur la dite citoyenneté féminine. Pour le dire brièvement et sous une forme de question, peut-on parler de citoyenne en Grèce ancienne, ou bien faut-il se limiter à dire qu'elles sont femmes ou filles ou mères de citoyens, voire sœurs, nièces, bon. Alors, la question pourrait paraître de pure forme, voire un peu anecdotique, si elle n'engageait, et c'est évidemment pour cela que je la pose, si elle n'engageait en profondeur la manière dont on conçoit la cité elle-même, la polis, et en particulier celle d'Athènes, puisque ce sont des Athéniennes que je vais parler aujourd'hui, et surtout, comme vous le savez, je le répète, mais c'est évident, Athènes reste
invariablement la cité pour laquelle nous sommes le mieux informés. Or, dans ce débat sur la citoyenneté des femmes, les questions religieuses et sacrificielles qui m'intéressent sont un enjeu très important. Donc c'est un dossier qui est extrêmement intéressant pour la problématique qui m'occupe cette année. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, intimement liée à la première, relève de l'implication des femmes dans l'opération sacrificielle. En fait, jusqu'en 1979, vous allez comprendre dans un instant d'où vient cette date, jusqu'en 1979, la question donc de l'implication des femmes dans l'opération sacrificielle ne se posait pas de manière particulièrement aiguë. Hormis pour quelques inscriptions qui demandaient une analyse un peu fine, et c'est évidemment cette analyse que je vais vous soumettre la semaine prochaine, hormis donc pour quelques documents, on considérait que les femmes prenaient part de façon régulière au sacrifice, à des degrés divers selon les cultes. Elles pouvaient être spectatrices, elles regardaient, elles pouvaient être des actrices de seconde ligne, par exemple, elles cheminaient dans la procession, elles lançaient le cri rituel, ou elles pouvaient effectivement participer dans des chœurs ou des performances chorales ou orales, soit, et c'est le troisième niveau, comme actrices de première ligne. Elles étaient alors des servantes du culte, donc elles faisaient partie du personnel sacerdotal, sans qu'il soit toutefois question, dans cette vision des choses, qui avait cours donc jusqu'à la fin des années 70, sans qu'il soit pourtant question pour elles de mettre la main à l'abattage des animaux. Donc il y avait comme une sorte de vision d'un interdit de l'abattage pour les femmes. Pourquoi l'année 1979 est-elle devenue un moment charnière dans ces questions? Parce que cette année-là paraît la cuisine du sacrifice en pays grec, un collectif dont la célébrité n'est plus à souligner, je vous en ai moi-même parlé plusieurs fois ici, donc un collectif dirigé par Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, et dans l'article qu'il signait dans le volume, et j'y arriverai en fin de cours, Marcel Detienne remettait en cause le point de vue assez consensuel que je viens d'évoquer sur les femmes au sacrifice, et bien sûr, il faudra que je revienne, et je vais le faire, sur les arguments qu'il avançait dans ce cadre. Donc, mon propos d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, ce sera donc la question des femmes et de la citoyenneté, des femmes et du sacrifice, deux coordinations qui résonnent l'une avec l'autre et que je vais donc envisager à la suite l'une de l'autre. Pour ce faire, donc le premier point, femmes et citoyenneté, la première raison d'aborder ce domaine, ce dossier en tout cas, je partirai pour ce faire du premier traité de sciences politiques qui nous soit parvenu, qu'est la politique d'Aristote. Au début du livre 3, en effet, de son traité intitulé Politica, le philosophe pose précisément la question de savoir ce qu'est un citoyen. Donc, c'est essentiel pour mon propos. Puisque, dit-il, la cité est une masse de citoyens, vous voyez ici, plétos politone, une masse de citoyens, il convient de circonscrire le profil de la partie, c'est-à-dire le citoyen, pour comprendre le tout, à savoir la cité. Dès lors, il va commencer à tourner autour de sa problématique. Et il va éliminer dans un premier temps les habitants donc, de ce plétos politone, il va éliminer les habitants qui ne participent pas du tout à la communauté, comme les esclaves par exemple, ou qui n'y participent qu'imparfaitement, comme les métèques. Donc les métèques, ce sont des étrangers à la cité qui peuvent être grecs, mais ils ne sont pas citoyens de la cité elle-même.
Ils peuvent y résider avec un certain nombre de préalables, mais ils n'ont pas évidemment le statut de citoyen. Il parle aussi, vous le voyez, le cas est le même pour les enfants non inscrits à cause de leur âge et pour les vieillards libérés de tout service. Néanmoins, pour ces deux derniers cas, il dit on doit les dire citoyens en un certain sens, mais non pas en un sens tout à fait strict, et donc on va ajouter les mots imparfaits pour les enfants et émérites pour les vieillards. Vous aurez remarqué que dans ce passage, les femmes n'apparaissent pas. Les femmes n'apparaissent pas dans cette définition en négatif, mais quand on avance dans le discours, enfin dans le traité d'Aristote, et qu'il s'oriente de plus en plus vers le cœur de son propos, elles sont également exclues implicitement de l'approche par les actes posés par le citoyen dans la cité. En effet, une fois qu'il a avancé dans son argumentation, Aristote écrit ceci: on voit par là ce qu'est le citoyen, quiconque a la possibilité de participer au pouvoir délibératif et judiciaire. Nous disons qu'il est citoyen de cette cité, et pour le dire sans détour, nous appelons cité la masse des individus de ce genre. Vous retrouvez pléthos, en nombre suffisant pour une existence en autarcie, c'est-à-dire une cité, c'est un ensemble de citoyens autosuffisants. Vient alors, donc vous voyez, on avance progressivement dans la définition de l'objet, vient alors la définition du citoyen au sens strict. Et que nous dit-il, c'est-à-dire en affinant encore, en reprenant les éléments qu'il vient d'exposer et en les affinant encore, le citoyen au sens strict, aucun caractère ne le définit mieux que le fait de participer, alors je n'ai pas traduit ici, à la krisis et à l'arché, c'est-à-dire une variation sur le thème de ce que nous avions ici, le pouvoir délibératif et judiciaire. C'est exactement ce qu'on a ici derrière, c'est-à-dire participer au pouvoir judiciaire et au pouvoir délibératif. En d'autres termes, le citoyen est celui qui est susceptible de siéger au tribunal et à l'Assemblée, et Aristote ajoutera sans limite de temps. Donc son statut lui permet de participer à ce type d'arché. Bien sûr, ajoute encore Aristote, ce type de citoyen existe surtout dans une démocratie. Et j'ajouterai, même s'il ne le dit pas, c'est implicite, que ces fonctions ne sont effectivement pas accessibles aux femmes dans une cité grecque. Donc, dans cette définition, celle d'Aristote, les femmes ne sont effectivement pas citoyennes au sens strict, comme il le dit. Vous avez cet adverbe, aplos. Donc, elles ne sont pas citoyennes au sens strict de ce point de vue-là. Donc, c'est une première approche de la problématique que je pose cette semaine. Mais la semaine dernière, souvenez-vous, j'ai évoqué les deux dimensions de la citoyenneté, les conditions qui la rendent possible, d'une part, et de l'autre, les obligations et les avantages qui lui sont attachés. En fait, dans le cas présent, dans sa définition, Aristote se fonde sur des obligations et des avantages pour aboutir à une définition. Mais à ce stade de son propos, il n'a encore rien dit des conditions qui sont nécessaires pour s'honorer du titre de citoyen. Et il y arrive directement après. Après, donc, ces passages que vous avez sous les yeux. Il affirme ceci, je lis avec vous. On définit dans l'usage comme citoyen, et donc vous voyez chaque fois, je ne l'ai pas répété, mais c'est chaque fois polites qui intervient, dont on a parlé, enfin j'avais mis le cadre la semaine dernière. On définit dans l'usage comme citoyen celui qui est né de citoyen des deux côtés, et non d'un seul, son père ou sa mère. D'autres remontent même plus haut, par exemple, jusqu'à 2 ou 3 générations, enfin 2 ou 3 ascendants, ou davantage encore. En effet, depuis le milieu du 5e siècle, avant notre ère, avec une loi de Périclès, qui est très célèbre, exigeait, pour
s'honorer du titre de citoyen, que l'on soit né de 2 parents citoyens. Cela signifie que la mère est un vecteur de citoyenneté. Dans le passage à l'écran, je l'ai mis en grâce, on lit ex amphoterone politone, donc issu de citoyens des 2 côtés. Et donc, vous remarquerez que cette double ascendance citoyenne est un impératif légal qui conduit d'emblée à nuancer l'affirmation abrupte que les femmes ne seraient pas citoyennes. On sent bien qu'il faut quand même nuancer un petit peu l'affirmation. Et je m'appuie à cet égard sur un remarquable livre de ma collègue Josine Bloch, paru en 2017, qui s'appelle Citizenship in Classical Athens. Et je vous signale, si vous n'avez pas envie nécessairement de lire 300 pages en anglais, je l'avais invitée en 2022 à donné un séminaire ici même pour présenter ces arguments. Le séminaire est en anglais, mais évidemment c'est plus court que les 300 pages du livre. Je ne peux que vous en recommander l'audition. Et donc, comme l'a solidement argumenté Josine Bloch dans son ouvrage, le terme politis face à polites existe. Or, c'est le féminin. Alors, certes, il n'est pas très répandu. Par exemple, dans la politique d'Aristote, il n'apparaît que 2 fois. Il convient aussi de mentionner une autre série de termes qui sont fondés non plus sur polis cette fois, mais sur astu. Et donc on parlera d'un astos et d'une asté, masculin-féminin par rapport à astu. On a aussi le toponyme. Athènes, bien sûr, et puis vous avez un Athénien et une Athénienne. Autant de combinaisons masculin-féminin dont on doit prendre acte. Et donc, à l'expression ex amphoterone politone que je vous ai montrée il y a un instant, correspond à un autre moment de la politique au livre 3, l'expression ex amphoin astone, c'est-à-dire, alors, j'ai retraduit citoyen, hein, mais c'est exactement la même réalité qu'il y a derrière les 2 expressions, donc ceux qui sont nés de 2 citoyens. Donc, la traduction a ses limites, puisqu'on a 2 mots différents en grec qu'on traduit de la même manière en français. Et il faut bien dire que c'est la traduction qui est en général choisie, même si c'est gênant, puisque polites, politis, c'est exactement ça, c'est citoyen, citoyenne. Alors, qu'est-ce que c'est astu et astos et asté? En fait, le terme astu, voilà, je le reprends ici, désigne le centre urbain. C'est son sens premier, le centre urbain d'une cité par opposition à son territoire, ce qui pourrait induire le sens de citadin ou citadine pour traduire astos et asté. Toutefois, dans le langage de portée juridique qui parle de statut, or c'est le cas ici, hein, c'est un statut, ça ne peut pas convenir, parce qu'un citoyen ou une citoyenne le sont sur tout le territoire de la cité. Donc ce n'est pas nécessairement les citadins qui sont plus citoyens que les autres. En revanche, si on essaie de comprendre de subtiles distinctions entre les couples de termes, il semble bien qu'astos soit utilisé de façon privilégiée quand il s'agit d'opposer un citoyen à un étranger. Donc dans l'opposition, si vous voulez, avec xénos et xénène, astos revient plus souvent que polites. Il y a donc quelque chose, si on doit trouver la nuance qui s'impose, il y a donc quelque chose qui relève de l'ancrage local dans l'usage du couple astos-asté, sans que cela ne facilite le choix d'une traduction. Les Anglais, certains collègues anglais ont proposé de traduire par native, natif. Mais le problème, c'est que natif en français, ça ne tient pas tout seul. On ne peut pas non plus opposer polites, parce que ça a été fait, ça a été proposé, d'opposer polites en tant que détenteur d'une identité politique de type institutionnel à astos, qui relèverait davantage d'une identité civique plus sociale. Mais
et là je vous demande de me faire confiance, trop d'occurrences des deux termes sont quasiment synonymes à cet égard. Et puis le féminin politis contredit l'argument. Si ici on a une notion strictement institutionnelle au sens de la définition étroite d'Aristote, avec l'accès au pouvoir délibératif et judiciaire, évidemment ça ne marche pas. Donc, voilà, ce point de vocabulaire reste un petit... Et vous verrez un cas où on doit jongler avec la traduction, mais on voit bien que dans tous ces cas, et c'est ça qui m'intéresse ici, au-delà des difficultés de traduction, on a à chaque fois le masculin et le féminin. Donc les éléments, je reviens maintenant à la définition donc, institutionnelle d'Aristote, les éléments de définition du citoyen, de ce point de vue, relève vraiment d'une interprétation en clé institutionnelle. C'est la cité des institutions, celle dont on tente à faire un État, on parlera parfois de la cité-État, un État quelque peu abstrait, avec des citoyens qui siègent dans des instances délibératives, judiciaires, et se donnent des lois librement consenties quand il s'agit d'une démocratie. Alors, entendez-moi bien, cette cité-là existe. Elle existe, bien sûr, même si la notion d'État pour la désigner reste toujours quelque peu anachronique. Disons qu'il s'agit de la cité de la politique et qu'une femme n'est effectivement pas citoyenne de cette cité-là. Si l'on considère le sens strict qu'adopte Aristote. Mais on peut penser la cité à l'aune non pas seulement de la politique, mais bien du politique. Et Aristote lui-même, même s'il n'utilise pas évidemment ces nuances modernes, ce qu'Aristote lui-même ne se prive pas de faire ailleurs dans son traité. Il parle du mode de vie des citoyens. On passe alors d'une approche, si on passe de la politique aux politiques, on passe d'une approche qui privilégie le droit de cité individuel à la dimension collective du régime politique qui est adopté par la communauté et qui a des implications sur le mode de vie de ceux qui vivent dans cette communauté, à savoir en grec les nomoi du groupe, chose dont je vous ai parlé il y a plusieurs années. Et donc le terme grec politeia, qui est donc dans la même famille comme vous le voyez, implique les deux dimensions, à la fois le droit de cité et le régime politique. Et quand il s'agit de ce dernier, la politeia inclut les manières de vivre des citoyens qui font surgir toute une série de pratiques qui ne relèvent pas forcément de l'institutionnel au sens strict, pour reprendre l'expression d'Aristote, même si ces pratiques sont instituées. Donc vous voyez, là j'opère une distinction entre l'institutionnel au sens strict et ce qui est institué de façon plus lâche. C'est par exemple le sacrifice, qui est une institution, mais au sens de quelque chose qui est institué. Je vous ai parlé tout au début du cours de l'année dernière d'un dispositif social et d'un artefact culturel. C'est donc quelque chose qui est institué, mais ce n'est pas une institution au sens strict que l'on a ici, ou du banquet des citoyens. Et ce sont des choses qui sont désormais bien connues dans le domaine. Et donc je vous renvoie sur ces questions voilà, au travail de Pauline Schmitt-Pantel qui, dans sa cité au banquet, avait montré à quel point le banquet était ce type de lieu institué et qui participait de ce mode de vie. Et en ce qui concerne la distinction entre la politique et le politique, je vous renvoie aux travaux de Vincent Azoulay et Paulin Ismar dans les Annales et dans un collectif de 2011. Et déjà à la fin des années 90, dans cet article qui était en compte-rendu en fait, d'un ouvrage de Christian Mayer, François de Polignac soulevait aussi ce type de problématique. Donc je dirais qu'à Paris, dans le milieu en tout cas à Paris, c'est clair que cette distinction entre la politique et le politique est devenue une manière souple de penser la cité. Et de fait, dès que l'on ouvre la perspective à d'autres types de documents que la politique d'Aristote, comme les plaidoyers des orateurs que nous avons lus ensemble la semaine dernière, la définition de la citoyenneté s'élargit, se complexifie
selon les implications concrètes de ce statut. Si je reprends l'un des passages du Contre Euboulides de Démosthène que nous avons vu la semaine dernière avec notre ami Euxithéos. Vous vous souviendrez que Euxithéos, c'est cet Athénien qui avait été éjecté des listes de son dème et qui était donc sans citoyenneté, je dirais. Il avait perdu son titre de citoyen et il avait protesté en justice. Et c'est l'objet du Contre Euboulides. Et vous vous souviendrez tout au début du discours, que disait-il? Vous devez à ce que je crois réserver votre colère à ceux qui ont été convaincus d'être des étrangers et d'avoir eu part, sans l'avoir obtenu de vous-même, ni même l'avoir demandé en procédant par intrigue et par la force, à vos cultes et vos activités communes. L'usurpation du statut de citoyen par des étrangers tel que Euxithéos l'évoque implique une usurpation des rôles au sein de la cité, et vous remarquez que les cultes arrivent en première place dans cette énumération, comme dans le traitement d'ailleurs des points du Conseil et de l'Assemblée, tel que la rhétorique d'Alexandre nous l'avait montré il y a déjà maintenant 3 semaines. Quand il s'agit donc pour Euxithéos de protester contre son effacement des listes de citoyens, que lui fait dire Démosthène? Quel est finalement l'argument qu'il mobilise? Les arguments qu'il mobilise pour dire non, non, vous vous trompez, je suis bien citoyen, je suis l'objet de malveillance. Le premier argument, c'est la filiation légitime, double ascendance citoyenne, telle que je viens de l'évoquer. Or, ces détracteurs, donc, dont le Euboulides en question, ont attaqué son père et sa mère à cet égard. Et évidemment, comme je vous parle de citoyenne et d'athénienne, c'est évidemment le statut de la mère qui m'intéresse ici. Elle ne serait pas citoyenne, selon Euboulides et les autres qui ont éradiqué Euxithéos des listes, elle ne serait pas citoyenne car elle vend des couronnes au marché et elle a été nourrice. Donc, elle fait partie d'une classe assez modeste de la population, donc elle ne serait pas citoyenne sur ce fondement. Or, si l'on s'en tient au marché, dit Euxithéos, il existe des lois qui déclarent coupable du délit d'injure quiconque fait reproche à un citoyen ou à une citoyenne du métier qu'il exerce sur l'agora. Donc il y a des lois, selon Euxithéos, qui disent on ne peut pas associer la modestie d'une situation professionnelle, si vous voulez, et le fait de ne pas être citoyen. Et donc, que nous dit Euxithéos? Il, donc Euboulides, contrevient aux lois qui déclarent coupable du délit d'injure quiconque fait un opprobre soit à l'un des citoyens, soit à l'une des citoyennes, et vous voyez ici le politis, au génitif pluriel que j'ai évoqué tout à l'heure, du métier qu'ils exercent sur le marché. Donc, après, on a cette double ascendance citoyenne, et vous voyez que dans l'argument, c'est le polites et la politis, donc la mère est citoyenne. Et après la question de la filiation, quels sont les arguments qu'Euxithéos va mobiliser? La participation au culte, par exemple le fait qu'il a été, je vous en ai parlé la semaine dernière, dans la shortlist pour devenir prêtre d'Héraclès, et je vais vous remettre le document sous les yeux dans un moment, et l'exercice de charge publique, donc là on est dans la politique, de charge publique, après avoir subi l'examen prévu à cet effet. Et donc on a vu ça la semaine dernière. Donc j'ai été présélectionné donc, pour être tiré au sort et j'ai exercé des magistratures après avoir subi l'examen. Mais vous voyez que ici, dans la dernière partie de ce passage, je vous le rappelle, le passage est saturé par le vocabulaire du sacrifice. Donc ce qu'il met en avant, c'est précisément le statut de sacrifiant, de co-sacrifiant au sein de la communauté. Et donc le tout est imbriqué et d'autant plus convergent que la constitution des Athéniens de l'école d'Aristote, dont je vous ai parlé de la politique, mais on a aussi retrouvé à la fin du XIXe siècle sur un papyrus la constitution des Athéniens qui avait été documentée par l'école d'Aristote, avec d'autres constitutions de cités, mais qu'on n'a jamais retrouvées malheureusement. Et en fait, dans la constitution des Athéniens, Aristote, enfin, en tout cas les membres de son école qui ont mis ça par écrit,
ont conservé les questions de l'examen en question, dont Euxithéos parle ici. Vous avez ici le verbe dokimazein. Donc on passe la dokimasie, l'évaluation. Or, quelles sont ces questions? Je les lis avec vous. Quand on procède à l'évaluation, vous avez le même verbe. On demande d'abord qui est ton père, de quel dème, qui est ta mère, et qui est le père de ta mère, et de quel dème. Avec cela, on demande s'il possède un Apollon patroos, donc ancestral, et un Zeus herkeios, de l'enclos, et où se trouvent ces sanctuaires. Et pour les sanctuaires, vous remarquez que c'est Hiéra qui nous poursuit depuis le début du cours. Puis, s'il possède des tombeaux de famille et où ils sont, ensuite s'il se comporte bien envers ses parents, s'il paye ses contributions, s'il a fait les campagnes militaires. Après avoir posé ces questions, il poursuit, produit des témoins à l'appui. C'est ce que Pierre Brulé a appelé un super brevet de citoyenneté, ce qui est très joli comme expression. Alors, on voit un élément intéressant ici, c'est à propos de l'ascendance. Vous voyez qu'on demande le père et le dème, la mère et le père de la mère avec son dème. Donc là, on voit évidemment une distinction. La citoyenneté dont jouit la mère ne relève pas de la définition stricto sensu d'Aristote, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de démotique, elle n'a pas le titre complet. C'est par le biais de son père qu'elle peut être définie de ce point de vue. Donc, dans cette perspective-là, effectivement, elle est fille de citoyen, et puis femme de citoyen par le mariage. Mais tout ce qui suit, ici, montre évidemment combien la fréquentation des sanctuaires familiaux ou relevant de groupes infraciviques est consubstantielle à la définition de la citoyenneté, au sens large. Donc, c'est vraiment extrêmement important de voir, de prendre en considération la distinction entre le sens strict et le sens plus englobant, où le vocabulaire atteste parfaitement qu'on peut dire d'une femme qu'elle est citoyenne. Alors, un plaidoyer, donc je reste encore un moment dans le registre des textes des orateurs, un plaidoyer de l'orateur isé est une autre source d'information sur les questions de citoyenneté et de légitimité, tant des hommes que des femmes d'ailleurs. Je reviens un petit moment aussi sur la question des hommes, parce qu'il y a des variations sur les questions sacrificielles qui m'intéressent au plus haut point. Alors, il s'agit évidemment, comme toujours, d'un plaidoyer sur une succession. De nouveau, des affaires de famille et d'héritage. Mais soyez rassurés, cette fois-ci, je vous épargne le détail de la cause. Sachez simplement que Chiron, que le plaideur prétend être le petit-fils du dit Chiron par sa mère, qui est décédée. Il faut donc que ce plaideur argumente en faveur de sa propre légitimité et de celle de sa mère. Alors, premier point, sa propre légitimité. Donc là, je reviens brièvement sur le thème de la semaine dernière avec la question de la légitimité des hommes. Or, que nous dit Isée? Le texte est un peu long, mais il est vraiment intéressant. Je lis la traduction avec vous. À ces indices, nous en pouvons joindre d'autres, montrant que nous sommes nés d'une fille de Chiron. Parce que c'est ça le point. En effet, comme il était naturel du moment qu'il existait des enfants de sa fille, jamais il n'a offert un sacrifice sans nous. Donc vous voyez de nouveau, la grille de lecture sacrificielle fonctionne à plein. Qu'il fût petit ou grand, toujours nous y assistions et y participions. Et ce n'est pas à ces seules cérémonies qu'il nous conviait. Mais il nous conduisait toujours aux Dionysies des champs, donc une fête en l'honneur de Dionysos sur le territoire. Nous assistions aux représentations avec lui. Vous savez que les Dionysies donnent lieu à des... C'est de là qu'est née la tragédie, que sont nées la tragédie et la comédie. Nous assistions aux représentations avec lui, assis à côté de lui, et nous allions chez lui pour célébrer toutes les fêtes. Lorsqu'il sacrifiait à Zeus Ctésios, alors Zeus Ctésios, c'est le dieu de l'acquisition patrimoniale au sein de la maison, très proche du Zeus Herkeios que l'on a vu dans les questions
au futur magistrat. Donc le super brevet de citoyenneté. Lorsqu'il sacrifiait à Ctésios, sacrifice auquel il donnait un soin particulier, où il n'admettait ni esclave ni homme libre étranger, donc vous voyez, le resserrement, là, c'est la citoyenneté qui se définit, donc ni homme libre étranger à la famille, mais où il faisait tout lui-même, nous y prenions part, nous manipulions avec lui les parts sacrificielles. Vous avez ici, taillera, ça ne vous surprendra pas, et les déposions avec lui sur l'autel. Avec lui, nous accomplissions tout, et il priait que nous soit accordée la santé et la prospérité, comme il est naturel, pour un grand-père. Et donc, vous avez toute une série d'éléments que j'ai mis en grâce. Le registre du sacrifice, bien sûr, tuoi, sun, tuomen, tuon, tusian, vous voyez que c'est lancinant, mais aussi ces autres verbes que j'ai mis en évidence et que j'ai repris ici avec une translittération, verbes qui sont extrêmement intéressants aussi. Donc vous voyez d'abord un premier constat, c'est que tous ces termes sont associés au préverbe sun. Sun, c'est avec. C'est pour cela que j'ai repris la traduction ici en ajoutant de façon presque obsessionnelle le « avec lui », parce que c'est ça que marquent tous ces verbes composés qui sont, en tout cas pour celui-là, le sun keirurgeo, ce qu'on appelle des apax. C'est un apax, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas ailleurs dans cet emploi-là. Donc c'est quelque chose de très fort sur le plan du lexique. Ça veut dire en fait manipuler ensemble. Mais si on trouve le verbe simple, keirurgeo, dans le registre artisanal, par exemple, dans le registre sacrificiel, on ne trouve jamais ça. Donc ici, on a vraiment une mise en exergue de cette idée que le grand-père et ses petits-enfants vont manipuler ensemble ces parts sacrificielles, et les déposer ensemble. Vous avez le sun epitithemi, ici de nouveau le sun, les déposer ensemble sur l'autel ou la table du dieu. Or, quand on regarde les inscriptions, puisque vous savez que c'est toujours important d'éclairer les types documentaires les uns par les autres, quand on regarde les inscriptions, on voit bien que le épi, titetai ici, epititein, epitenti, epiteto, la déposition des parts, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la procédure sacrificielle. Je vous ai parlé de la part des dieux l'année dernière et je n'ai pas besoin d'y insister trop lourdement. Et donc, dans le cas du sacrifice au Ctésios, il s'agit de déposer ensemble sur l'autel les parts destinées aux dieux. Et donc, c'est vraiment essentiel. La consommation de viande dont j'ai reparlé la semaine dernière constitue la communauté sacrifiante élargie. Vous vous souvenez de Makartatos qui quitte le banquet qui quitte le sacrifice de la fratrie avec sa part de viande. Donc je vous ai dit, la distribution de la viande, elle constitue le groupe sacrifiant. Mais ici, dans le cadre d'une famille, comment dirais-je, le cercle restreint autour de l'autel est associé à cette déposition, qui est le point nodal. C'est la définition même du premier cercle. Ici, c'est la famille. Donc, c'est évidemment très important dans l'argument du petit-fils de Chiron. Nous n'en avons pas encore tout à fait terminé avec ce plaidoyer, et j'en reviens cette fois au titre de ma leçon sur les Athéniennes. En effet, juste après cette scène, qui doit attester qu'il est bien le petit-fils de Chiron, il parle de sa mère. Il en vient à la légitimité de sa mère, puisque c'est évidemment essentiel. La fille de Chiron, donc, qui est décédée. Ce ne sont pas seulement les attentions de Chiron à l'égard des enfants de sa fille en contexte sacrificiel qui sont importants, mais bien la conduite de leur père, donc le beau-fils de Chiron, et l'attitude des femmes du dème à l'égard de leur mère. Donc là, on va sortir un peu du cadre familial. Or, que nous dit le plaideur quand notre père l'a pris en mariage, donc la fille de Chiron, la mère du plaideur.
il offrit un repas de noces et il y invita 3 de ses amis en même temps que ses proches. Il offrit aussi aux membres de sa fratrie, voilà, on retrouve les fratères, dont je vous ai longuement parlé la semaine dernière, il offrit aussi aux membres de sa fratrie la gamélia, conformément à leur statut. C'est exactement la même occasion dont parle notre ami commun Euxythéos chez Démosthène dans le Contre-Bulidès à propos du... Je vais revenir, Isée, mais je fais juste une petite incursion de nouveau dans le Contre-Bulidès parce que c'est exactement le même argument qui est invoqué. Donc, en effet, Euxythéos parle du premier mari de sa mère qui est décédé. Celui-ci était Protomachos, qui eut d'elle des enfants, dont une fille qu'il a mariée, donc la demi-sœur du plaideur. Bien qu'il soit mort, ces actes témoignent donc que ma mère était... Alors, voilà un beau cas. Regardez en grec, on a asté et politis. On ne peut pas dire elle était citoyenne et citoyenne, ça n'a pas de sens. Donc ici, Louis Gernet, que j'ai suivi, a choisi de tordre un petit peu le grec, puisqu'il traduit asté par athénienne. Même si ça devrait être Athénaïa, dans ce cas-là. Donc vous voyez, voilà un beau cas où l'on voit bien que ce n'est pas exactement la même chose, mais que ça assoit ce statut extrêmement important lié à la double ascendance citoyenne. Et dans la traduction, il faut évidemment un petit peu jongler, parce que notre langue ne permet pas véritablement de rendre compte des nuances qu'il y a derrière les deux termes. Mais ici, il y a évidemment une emphase toute particulière sur le statut de la mère. Pour preuve, appelle-moi donc les fils de Protomachos, puis ceux qui étaient présents quand mon père l'a reçu en mariage, et ses parents, membres de la fratrie, à qui mon père a apporté la gamélia en l'honneur de ma mère. Donc vous voyez que cette gamélia, c'est quelque chose d'important, et on en trouve une définition chez Pollux qui dit la gamélia, c'est le sacrifice offert parmi les fratères lors du mariage. Donc je ne vous avais pas encore parlé de la dimension des filles dans le cas de la fratrie, enfin de la place des filles dans la fratrie. En fait, on peut dire que le sacrifice gamélia est aux filles tout juste mariées, ce que le koureion est aux garçons. Mais vous remarquez que les filles, évidemment, elles sont présentées dans la fratrie de leur mari et pas dans celle de leur père. Mais il n'y a pas, et ça c'est une distinction importante, il n'y a pas d'inscription officielle sur des listes, en tout cas pas à notre connaissance. Donc là aussi, on voit des distinctions, même si, on le voit ici, l'argument peut être mobilisé et Euxythéos lui-même ne s'en prive pas. J'en reviens donc à Isée et je poursuis la lecture. Il avait dit « L'attitude de mon père témoigne que la femme était légitime, que sa mère était légitime, avec la gamélia, et puis il avait dit « les femmes du dème ». Donc les autres femmes de sa communauté montrent aussi que c'était que sa mère était légitime. Pourquoi? Les femmes du dème, dans la suite, nous dit Isée, choisirent notre mère avec la femme de Dioclès de Pythos pour présider aux thesmophories et accomplir avec celle-ci les cérémonies d'usage. Donc ça, argument. Elle a donc fêté, célébré les thesmophories, pas dans n'importe quelle position. Vous voyez ici, j'ai mis en évidence le verbe archein. Or, souvenez-vous, tout à l'heure, quand on a parlé de la définition de la citoyenneté au sens strict, on parlait d'arché. Alors évidemment, ici, ce n'est pas la même arché, ce n'est pas le pouvoir délibératif et judiciaire. Mais néanmoins, c'est une arché en contexte religieux et sacrificiel et festif. Troisième argument, dans cette succession de Chiron, notre père, dès notre naissance, nous présenta dans sa fratrie, depuis la semaine dernière, vous connaissez ça très bien, en déclarant sous serment, conformément au statut, que nous étions nés d'une citoyenne mariée légalement. Et vous voyez de nouveau, je ne l'ai pas mis en grâce, mais asté, et puis donc la notion de contrat entre le père et l'époux.
Des membres de la fratrie, aucun ne fit opposition ni ne contesta la vérité de sa déclaration. Vous vous souvenez, hein, s'il avait contesté, il aurait dû retirer l'animal. Pourtant, l'assemblée était nombreuse et l'examen, dans pareil cas, est rigoureux. Donc, j'ai parlé de ça la semaine dernière, je n'insiste pas. Mais la conclusion de toute cette affaire est intéressante. Or, vous ne pourriez croire, donc les jurés, vous ne pourriez croire que si notre mère avait été ce que prétendent nos adversaires, c'est-à-dire une fille légitime, notre père eût donné un repas de noces et offert. Donc vous ne pourriez croire qu'il eût donné un repas de noces et offert une gamélia. Non, il eût tenu tout secret, puisqu'elle n'était pas, si elle n'avait pas été légitime, il aurait plutôt caché l'affaire. Les femmes d'Udem ne l'auraient pas non plus choisie pour accomplir les cérémonies sacrées, donc sun hieropoien, vous voyez de nouveau cette notion de avec elle, hein, très importante. La participation collective. Elle ne l'aurait pas non plus choisi pour accomplir des cérémonies sacrées en compagnie de la femme de Dioclès et agir comme responsable. Alors, vous allez voir évidemment la confirmation de beaucoup de choses que je vous ai dites jusqu'à présent. Donc, Curian Poien, donc elle n'en aurait pas fait la responsable des hiéras. Alors, voilà un beau cas. J'ai mis la traduction ici, une alternative. C'est responsable des rituels ou des objets sacrés. On ne peut pas trancher. On ne peut pas trancher. Donc, l'administration de la preuve de la citoyenneté qui assoit la légitimité de la mère du plaideur vient précisément du fait de participer au hiéra, au culte en l'occurrence. Il n'est pas anodin, évidemment, que ce soit justement les thesmophories qui soient invoquées à cette fin, car on sait qu'à Athènes, c'était les femmes mariées qui célébraient Déméter et sa fille, et je vous en ai longuement parlé en 2023. Je vais reprendre deux documents que j'avais déjà produits à cette occasion-là, mais sous un autre angle. Le premier est épigraphique. Encore une fois, c'est le croisement des sources qui est probant. C'est en fait une inscription du dème de Colargos, donc un dème attique, qui date donc de la même période que nos discours, hein, on est plus ou moins au milieu du IVe siècle avant notre ère. Et donc, voilà ce que le dème a décidé, et l'a décidé et fait mettre par écrit puisqu'on a retrouvé l'inscription. Voici ce que, alors, les arcousae, je n'ai pas traduit, mais pour que vous voyez la notion d'arché à nouveau. Hein, donc, c'est vraiment un titre officiel. Donc les responsables, celles qui président, hein, les présidentes, on pourrait presque dire. Voici ce que les présidentes donnent toutes deux en commun à la prêtresse pour la fête et l'organisation des thesmophories. Et puis vous avez toute une série d'éléments, de denrées alimentaires, hein, qui se... Voilà. Et avec la répétition, c'est ce que donnent les arcousae, et puis bon, il faut que ce soit dans l'intérêt du dème, etc. Donc ce sont évidemment des questions financières et organisationnelles qui vont justifier l'émission du document, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça illustre exactement la situation que l'on a dans le discours d'Isée. Ce sont deux femmes qui sont responsables à l'échelon local de la célébration des thesmophories. Et on l'a aussi dans un autre, c'est le deuxième texte que j'avais produit en 2023, dans un autre discours d'Isée, où il parle aussi des thesmophories. À propos de la fortune d'un homme, il dit « Dans son dème, possédant une fortune de 3 talents, s'il avait été marié, il eût été obligé, au nom de son épouse légitime, de régaler les femmes lors des thesmophories, et de soutenir dans le dème en son nom les autres offices qu'implique une telle aisance. » Donc une femme légitimement épousée et citoyenne participe de plein droit à la fête des thesmophories, et ça a des implications financières pour son mari. Donc, la participation aux thesmophories, donc singulièrement la prise de responsabilité aussi dans ce cadre, hein, l'arché spécifique que l'on a ici, est un puissant marqueur de statut pour les femmes de la cité. Ce sont des citoyennes qui y participent, et plus précisément encore les épouses de citoyens. Donc vous voyez que les deux sont indissociables ici. En conséquence, les hiéras, c'est pas encore tout à fait fini, hein, les hiéras tels que la rhétorique d'Alexandre les évoquait,
apparaissent comme une composante importante des implications de la citoyenneté, et à ce titre, ces affaires sacrées, ces cultes, peuvent ouvrir la voie à une inclusion des femmes dans la réflexion sur le thème. Faire partie de la cité au titre de citoyen, c'est avoir part aux hiéras et aux osias, tant au sein de la maisonnée qu'à l'échelle de la cité et des nombreux cercles de sociabilité qui la composent. On a vu dans les fratries. Or, derrière la notion de hiéra, on l'a vu, on l'a revu ici, les sacrifices sont omniprésents dans leur dimension verticale par rapport aux dieux et dans leur dimension horizontale de définition de la citoyenneté. Donc la définition des communautés sacrifiantes par le biais de la consommation de viande. Et donc, j'en arrive au deuxième point d'aujourd'hui, qui sera plus court, que je poursuivrai la semaine prochaine. Qu'en est-il des femmes dans ce contexte sacrificiel? Je vous ai dit, aujourd'hui je travaille à la fois sur femmes et citoyenneté et femmes et sacrifice, puisque les deux sont étroitement liés. Et je vais, pour le temps qu'il me reste, vous présenter les prémices historiographiques du problème, et nous en viendrons au dossier lui-même la semaine prochaine. Je reviens dès lors à 1979. Dans son article intitulé « Violentes eugénies en pleine thesmophorie des femmes couvertes de sang », Marcel Detienne avait le sens des titres, cette analyse, qui a vraiment fait date, se concluait sur le rôle marginal des femmes dans le sacrifice sanglant en général et leur exclusion du partage de la viande. Selon Detienne, et je lis en même temps que vous, de manière générale, en vertu de l'homologie entre pouvoir politique et pratique du sacrifice, la place réservée aux femmes correspond parfaitement à celle qu'elles occupent, ou plutôt qu'elles n'occupent pas, dans l'espace de la cité. De même que les femmes sont privées des droits politiques réservés aux citoyens de sexe mâle, elles sont tenues à l'écart des autels, de la viande et du sang. Fin de citation. Un peu plus loin, il ajoute, il réaffirme, les femmes au sacrifice, surtout quand il est sanglant, ne peuvent être majeures. Cela est exclu de par la réciprocité qui s'établit dans la cité entre régime carné et pratique politique. Alors, effectivement, depuis le début de ce cours, je travaille sur ce rapport entre sacrifice et cité, mais vous verrez que j'aboutis à des conclusions un peu différentes de celles de Detienne. Mais bon, prenons-en acte de cet article très important dans le domaine. Mais alors que faire des exceptions, parce qu'il y en a quand même quelques-unes? Il s'agissait, selon lui, d'autant d'écarts qui confirmaient la règle, et je le cite à nouveau, les quelques écarts, et on verra les exceptions, qui viennent confirmer le monopole des mâles en matière de sacrifice sanglant et pour tout ce qui concerne l'alimentation carnée. Donc, le point de vue soutenu par Detienne était radical, puisqu'il associait dans une même exclusion l'autel, la viande et le sang. Alors, il refermait son article en convoquant un passage de l'histoire des animaux d'Aristote. Vous voyez, Aristote arrive encore une fois sous un autre angle, cette fois c'est plutôt la biologie. En effet, dans ce passage de l'histoire des animaux, Aristote parle des menstrues féminines et il écrit donc c'est encore dans ce même temps que chez les filles, donc c'est au moment de la puberté, que les seins se gonflent et ce qu'on appelle les menstrues fait éruption. C'est ça qui m'intéresse. Ce sang ressemble à celui d'un animal qu'on vient d'égorger. Alors évidemment, nous, ça nous paraît un peu brutal, mais n'oubliez pas que nous sommes dans une culture sacrifiante. C'est-à-dire que ce geste de l'égorgement de l'animal, il est extrêmement banal. Il est extrêmement banal. Donc, pour lui, pour Detienne, pardon, pas pour Aristote, pour Detienne, il y a donc la femme qui saigne est mise, pour le dire un peu brutalement, la femme qui saigne est mise à l'écart du sang de l'animal. Mais
Il ne va pas trop élaborer dans son article sur cette comparaison, mais d'autres, après lui, vont travailler ce motif, dont Helen King, excellente spécialiste de la médecine antique, mais bon, voilà, qui reprend la thèse de De Tienne en la poussant, en convoquant en fait donc, ces menstrues féminines pour penser l'interdit de faire couler le sang, mais d'une façon finalement tellement abstraite que ça n'emporte pas vraiment l'adhésion. Mais quoi qu'il en soit de ce dernier point, donc l'article de De Tienne nous amène au cœur de mon propos dans les entrelacs entre sacrifice et citoyenneté des femmes. Alors, les arguments de De Tienne donc, ont infusé nombre d'études parues dans les années 1980 sur la question des femmes au sacrifice. Et donc, cette exclusion de l'autel, du sang, de la viande est devenue une sorte de, voilà, d'acquis dans toute une série d'études sur le sujet, jusqu'en 1993, quand, je vous ai dit, ici je pose le cadre historiographique, en 1993, dans un article intitulé très clairement « Women and Sacrifice in Classical Greece », Robin Osborne reprit le dossier ouvert par De Tienne, en concluant, je vais déjà à la conclusion, que les arguments de De Tienne ne trouvaient pas véritablement de support, de soutien, d'ancrage conclusif dans la documentation disponible. Il en revenait dès lors, dans cet article, aux interprétations antérieures dont je vous ai parlé tout à l'heure, une participation des femmes au sacrifice sur un fondement régulier. Il reconnaissait des exceptions, donc Osborne, comme De Tienne, mais selon lui, elle confirmait le principe directeur de l'inclusion. Vous voyez, pour De Tienne, les exceptions confirmaient l'exclusion, et pour Osborne, les exceptions confirment l'inclusion. Alors, en tout cas, les femmes pouvaient consommer de la viande sans aucun problème. Et quand ce n'était pas le cas, c'est parce que les femmes ne faisaient pas partie du groupe des sacrifiants et non en raison de leur genre. Et de ce point de vue, on peut partiellement adhérer à cette conclusion. Mais qu'en est-il de la question de la mise à mort? Parce que le rapport au sang, il est évidemment lié à la mise à mort de l'animal. En fait, pour Osborne, dans le vocabulaire grec, pour dire boucher, c'est un masculin, mageiros, et il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de bouchère. Ce qui est déjà un signe lexical intéressant. Et puis, il y a la force physique nécessaire à l'opération. Donc, vous avez aussi une naturalisation dans l'argumentation d'Osborne, une naturalisation de cette impossibilité. Et donc, évidemment, cette situation rendait d'autant plus impressionnant les récits que De Tienne convoquait et qui montraient des femmes en pleine thesmophorie couvertes de sang. C'est ça le titre c'est de là que vient le titre de l'article. Mais en fait, ces récits, qu'est-ce que c'est? Ce sont des récits qui montrent effectivement, mais ce sont des traditions, comment dirais-je, qui travaillent le matériau. Ce ne sont pas des reflets nécessairement de la réalité. Mais ce sont des récits, quelques récits assez rares, qui montrent effectivement des hommes qui ont essayé poussés par la curiosité, qui ont essayé de voir ce qui se passait pendant les thesmophories. Et dans un cas, l'homme s'est enfui, a été blessé et puis est mort de sa blessure. Et dans un autre cas plus dramatique, l'homme a été émasculé. Donc évidemment, vous avez cette vision terrible des femmes au sacrifice avec leur couteau. Mais bon, j'y reviendrai. Il faut prendre ça pour ce que c'est. Je mentionnerai encore, et j'arrive au bout, je mentionnerai encore dans la perspective donc, historiographique qui est la mienne maintenant, un article assez récent pour vous montrer que ce ne sont pas des dossiers qui se sont arrêtés dans les années 80 et 90, le débat continue. Un article donc ici paru dans les Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 2024, donc c'est assez récent. Et donc, comme le titre l'indique, les égorgeuses, la hache et le couteau, c'est la mise à mort de l'animal qui est au cœur de cette analyse, et l'autrice conclut elle aussi à un interdit de faire couler le sang, qui ne se retrouverait pas, selon elle, dans la sphère religieuse proprement dite, quel que soit le sens qu'on donne à cette expression, mais dans la séparation radicale en Grèce entre les femmes et les armes offensives que sont les lames
les épées, les couteaux, les lances, etc. L'argument est intéressant, il est bien étayé, même si, nous le verrons la semaine prochaine, il est très difficile de parler d'un interdit absolu à cet égard. Il s'agit en revanche, et je ne le méconnais pas, d'une perspective anthropologique grecque bien attestée dans la répartition des tâches féminines et masculines. Et je vous montre, pour le soutenir, cet argument de la répartition des tâches, vous avez ici des stèles funéraires de prêtres, prêtres et prêtresses. Le prêtre, il est représenté avec un couteau et la prêtresse avec une clé. Alors ça vous paraît une clé bizarre, mais croyez-moi, c'est un système qui permettait de fermer les portes des sanctuaires. Donc vous avez cette espèce de tige métallique brisée en son milieu, enfin avec un angle en son milieu, donc c'est une clé. Et ce ne sont pas des exceptions, hein, vous avez ici d'autres stèles funéraires du même type, avec, ici on voit donc, la clé et le couteau. Donc vous avez là des codes iconographiques qui épousent des stéréotypes genrés. La femme, dans l'oikos, dans la maisonnée, elle garde les provisions, elle est la gardienne hein, de ce qui est à conserver. Donc elle ouvre et elle ferme les portes, effectivement. Tandis que l'homme va effectivement être davantage dans ces tâches notamment de boucherie. Donc, ce n'est pas un interdit absolu, en tout cas, ça n'apparaît pas fondé sur le fait que les femmes saignent et sont à l'écart du sang. Le seul Aristote, dans son passage, ne permet pas d'aller aussi loin, mais on a effectivement affaire à une représentation genrée, ce qui ne veut pas dire que les prêtres n'ouvraient pas les sanctuaires. Hein. On a des représentations de prêtres aussi avec des clés. Donc, mais effectivement, et je vous en montrerai la semaine prochaine, les représentations de femmes au couteau sont relativement rares. Donc, pour conclure, il faut reprendre le fondement documentaire de toute cette affaire, qui s'inscrit en premier lieu sur l'arrière-plan plus large de l'exclusion et de l'inclusion de tel ou tel groupe en contexte rituel. Je l'ai répété plusieurs fois, je le répète encore. Un sacrifice définit une communauté sacrifiante qui crée une identité plus ou moins transitoire selon les circonstances. On l'a vu pour les fratères. Je pourrais multiplier les exemples. Il faut donc comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans des contextes bien précis, sans projeter de façon massive des considérations générales et englobantes sur notre documentation. Et donc, aujourd'hui, après avoir parcouru la problématique, évoqué la problématique de la citoyenneté féminine, dont vous voyez que c'est quelque chose qu'il faut nuancer, je viens de poser le cadre de la problématique qui associe femmes et sacrifice. Le dossier est complexe, mérite une leçon à lui seul. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en parler.